Bonsoir à tous. Comme il a été dit, cette semaine a lieu une importante conférence scientifique à l'Institut d'astrophysique de Paris, pas très loin d'ici, qui traite finalement une question qui est assez proche du thème que j'ai choisi de discuter avec vous ce soir, à savoir l'énorme complexité que les astrophysiciens rencontrent maintenant à l'exploration des autres planètes autour des autres étoiles. Alors, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est d'abord de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, mais ce que je vais aussi essayer de faire, c'est vous faire partager un tout petit peu l'enthousiasme, l'émotion qui porte ce domaine de recherche et essayer de partager un peu des moments que moi j'ai vécus au cours de ma carrière, dont j'ai eu la chance en fait d'approcher ces étonnants autres mondes du cosmos. Alors c'est un peu une promenade que l'on fait et la meilleure façon de faire une promenade, c'est de savoir d'où on part d'abord. Alors le départ avant de partir vers les autres étoiles. Vous savez tous, ou si vous ne le savez pas, que notre Soleil est une étoile. Toutes les étoiles que vous voyez autour de nous, ce sont des soleils comme le nôtre, à peu près, plus ou moins chauds, un peu plus gros, un peu plus petits, en général plus petits. Et on va aller regarder des planètes autour de ces étoiles. Mais avant d'aller autour de ces autres mondes qui sont très éloignés, on va d'abord regarder notre système solaire. C'est quelque chose que l'on connaît bien, en tout cas qu'on a appris à l'école. Et il y a beaucoup de choses intéressantes que l'on peut apprendre dans le système solaire qui nous aident à mieux comprendre cette fascination que l'on a de ces autres mondes autour des autres étoiles et de mieux comprendre pourquoi finalement on fait beaucoup de workshops, de rencontres scientifiques pour essayer d'en discuter, de comprendre, parce qu'on est extrêmement surpris et je dois même dire que parfois on est perdu par ce que l'on voit. Alors je vais vous montrer une première image, peut-être que vous n'avez pas vue, j'ai fait un petit peu exprès. L'idée c'est de vous perturber un tout petit peu. Ça c'est une image d'artiste qui représente un tout petit peu l'état de nos connaissances du système solaire. Alors bon, vous devinez quand même, alors on a un petit peu joué sur la luminosité, le soleil au centre il n'est pas très brillant, c'est pour permettre de voir le reste. Vous voyez qu'il y a des planètes, on a mis des orbites colorées pour représenter ces orbites. Mais ce que j'attire votre attention ici, c'est tous ces petits points brillants qui représentent des objets dans le système solaire. Alors ces objets, pour certains, ils sont très spectaculaires parce que quand ils approchent du soleil, on les appelle des comètes. On les voit, ils fondent, c'est des objets principalement composés de glace. Certains sont petits, certains sont relativement gros. Et il y a une population relativement complexe d'objets dans notre système solaire, au-delà des planètes que vous connaissez tous. Donc c'est quelque chose qui, finalement, déjà nous montre qu'il y a des choses assez complexes que l'on trouve dans notre système. Et si vous regardez attentivement cette étrange orbite de cet étrange objet qui était une planète et qui maintenant n'est plus une planète, qui est Pluton, pour ceux qui l'auraient reconnu, vous imaginez aussi qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe avec cet objet, qui est différent des autres planètes du système solaire. Donc finalement, c'est une image assez complexe que l'on a là, et quand vous vous posez la question, bon, ben, très bien, c'est ce qu'on a maintenant, mais comment on en est arrivé là? Eh bien, la réponse, elle n'est pas simple. Et étonnamment, il y a plus de 100 ans, Laplace avait déjà élaboré une théorie qui permettait de donner une sorte d'image. Comment se fait-il que les planètes que l'on voit dans notre système solaire soient toutes plus ou moins alignées, soient toutes finalement sur un disque? Finalement, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Il en était arrivé à la conclusion que peut-être ce qu'on voit là, c'est le fossile, une image fossile, une empreinte de la façon dont les planètes se sont formées. Et c'est un peu cette image qui va nous porter au cours de l'exploration des autres mondes, c'est que finalement, en allant regarder ces autres planètes, on essaye de comprendre un peu notre histoire, peut-être la spécificité de notre histoire, pourquoi on est comme ça, pourquoi les planètes sont différentes, et qu'est-ce qui fait qu'on a cette structure. Alors, bon, l'origine du disque, on appelle maintenant des disques protoplanétaires, explique assez bien cette structure sous la forme de disque. On comprend aussi qu'il y a probablement quelque chose qui se passe quand on va trop loin de l'étoile. Tous ces petits objets, ce n'est pas des planètes, c'est des petits objets. On appelle ça les objets transneptuniens. Ils sont au-delà de Neptune. Et on comprend cette partie-là du système solaire maintenant comme étant une zone où les planètes n'ont pas eu le temps de se former.
Donc il y a déjà un concept intéressant ici, le concept de formation de la planète, comment ça se fait qu'on les forme. Et toutes ces informations-là nous permettent d'élaborer une sorte de théorie globale sur laquelle on reviendra pour comprendre notre système solaire. Alors, pour comprendre un tout petit peu comment on se place, il faut repartir en fait du début, il faut reprendre l'histoire de la formation de notre système depuis l'instant primordial où en fait on forme notre étoile. Notre système planétaire débute avec notre Soleil qui se forme à partir de la matière qui est universelle dans l'univers, qui a été créée au début de la formation de l'univers, qui est le gaz le plus simple qui soit, qui est l'hydrogène. Donc on a une énorme quantité d'hydrogène qui s'agglomère sous la forme d'énormes nuages gigantesques, à partir duquel, par la loi de la gravité, et des petites perturbations et des petites vagues de perturbations, eh bien, il y a des zones qui vont s'effondrer et qui vont faire ce qu'on appelle des pépinières d'étoiles. Donc là, vous avez une pépinière extrêmement célèbre, c'est Orion, c'est la nébuleuse d'Orion, qui est visible depuis l'hémisphère nord. Alors là, elle est agrandie, elle a été faite depuis l'espace, cette photo, c'est une photo composite. La partie qui est intéressante, c'est qu'on a fait des petites images, on a fait des petits zooms, certains petits morceaux, pour vous montrer que quand on va regarder en détail certaines étoiles, on voit qu'il y a du matériel autour. On appelle ça des cocons, qui est en fait le moment quand on forme l'étoile. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez du gaz qui s'effondre et qui forme une étoile. Et puis après, vous avez un petit peu de gaz autour qui reste. Et c'est à partir de ce petit peu qui reste que l'on va arriver à former les planètes. Donc très vite, quand on a commencé à avoir cette image de la formation des étoiles, qui date environ, je dirais, de la période de l'après-guerre, on a imaginé très vite que si on formait des étoiles, il devait forcément y avoir quelque chose autour. Et l'image qu'il peut y avoir des planètes sur les autres étoiles est quelque chose de très ancien qui n'a été que renforcé par ces premières mesures. Alors, ça c'est ce qu'on peut voir quand on observe ces zones de formation stellaire. On peut voir des étoiles qui sont entourées de gaz. Et si vous regardez attentivement cette image, on appelle ça une image en ombre chinoise. En fait, il y a cette zone noire, c'est en fait une ombre, comme l'est un nuage dans le ciel qui vous obscure le soleil, sur un fond très brillant. Le fond très brillant, il est lié au fait qu'il y a des étoiles qui illuminent le fond, qui fait ce fond brillant. Donc là, vous avez une étoile qui est en fait en avant-plan, avec autour de la matière. Et si vous regardez bien, cette matière, elle a une forme ovoïde, elle a une forme de disque. Ça, c'est lié à un processus extrêmement simple que l'on apprend quand on est en première année de physique, qui s'appelle la conservation du moment angulaire. Ça veut dire que quand quelque chose qui tourne, eh bien, vous avez une quantité qui s'appelle le moment angulaire qui doit être conservée. Donc si vous commencez à vous effondrer, vous commencez à tourner plus vite. Si vous tournez plus vite, vous pouvez faire une expérience toujours, vous remplissez un ballon d'eau, vous le faites tourner, vous voyez, il s'effondre, il s'aplatit sur lui-même et on crée un disque. Donc la formation des disques est un phénomène parfaitement naturel et universel qui découle de la formation des étoiles et de la conservation du moment angulaire. Donc très naturellement, on en déduit qu'il y a des planètes autour de ces disques, parce qu'à partir de ces disques, on doit bien former quelque chose, et ça ressemble un petit peu à l'image du système solaire. Vous voyez, ça c'est le cadre avec lequel on travaille. Alors récemment, il y a eu cette image, peut-être si vous vous intéressez au sujet, vous l'avez vu, ça a passé dans la presse, c'est une image très spectaculaire, c'est une image que l'on obtient maintenant avec ce qu'on appelle des télescopes millimétriques, donc c'est ces grandes antennes, elles font à peu près 10 mètres. Là, je crois pour cette image, ils en ont pris une vingtaine de ces antennes. Alors on les met assez haut, on les met dans des endroits où c'est très sec, en l'occurrence c'est dans les hauts plateaux chiliens, à peu près à 5000 mètres d'altitude, et on arrive à observer ce qu'on appelle l'univers froid. Donc on a des objets ici étendus qui sont autour des étoiles et qui sont des objets froids. Et ce que vous voyez ici, c'est un disque de matière relativement froide autour d'une étoile jeune. Alors son petit nom c'est HL Tau parce qu'elle est dans le taureau, et HL parce qu'elle est relativement brillante, dans le taureau elle est jeune. Et la partie intéressante et spectaculaire de cette image, ce n'est pas uniquement qu'il y a un disque, ça se voit et ça on le savait, mais c'est que l'image est tellement précise grâce à la composition, l'utilisation de tous ces télescopes simultanés, le site s'appelle ALMA, pour ceux qui veulent connaître son nom, on arrive à voir des détails, on voit des sortes de tracés dans ce disque. Et on pense que ces tracés sont des reliquats ou des preuves directes qu'à l'intérieur de ce disque, actuellement,
des planètes se forment. Alors, en gros, il y a deux manières simples d'expliquer ces tracés. On peut imaginer qu'il y a une planète quelque part qui se trouve au milieu d'un de ces tracés et puis qui est en train d'avaler de la matière, qui est en train de ramasser un peu comme un aspirateur dans une zone très poussiéreuse. Vous passez l'aspirateur, ben, ça ramasse tout sur son chemin. Ou alors, on peut imaginer qu'il y a des planètes plus à l'intérieur qui, à cause de leur rotation, créent un peu des vagues, comme si vous aviez une bassine d'eau puis faisiez couler des gouttes, vous avez des vagues qui se créent, qui créent aussi ce phénomène-là. L'important, c'est que ce disque nous montre que pour créer ces vagues, il doit y avoir des planètes qui se forment. Donc là, on a une évidence directe d'un objet dans lequel les planètes se forment. Donc là, cet objet, c'est à peu près de l'ordre de 10 à 20 millions d'années, ce qui paraît un temps énorme à l'échelle humaine, mais dans la constante astrophysique, c'est vraiment rien, parce que notre Soleil, il a plus de 4,5 milliards d'années, 4,6 milliards d'années. Il est à peu près dans sa demi-vie. Donc si vous faites une échelle humaine, vous dites, ben voilà, le Soleil, il a 40 ans, ben là, vous avez un bébé, en fait, un bébé qui a quelques semaines, ici. Donc ça, c'est le début de l'histoire, et ça, c'est le concept. Donc en fait, j'espère vous avoir convaincu qu'autour de ces étoiles, il y a beaucoup de choses qui se passent, et il y a beaucoup de planètes. Et ça, c'est important, parce que ce que je vous donne là comme connaissance, c'est une connaissance qui est relativement classique, que l'on enseigne, que l'on enseignait depuis assez longtemps, avec diverses variations, mais on enseignait cette théorie-là. Et vous allez voir pourquoi ce que je vous dis maintenant, finalement, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et ça, c'est la partie instructive de l'aventure. C'est parce qu'on oublie parfois que la science n'est pas un chemin linéaire. C'est une aventure faite pleine de surprises. Et la science est remplie de surprises. Il y a énormément d'histoires, de surprises, de résultats surprenants dans l'histoire des sciences. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans ce domaine des exoplanètes. C'est pour ça que ce domaine, je pense, est si attrayant, si intéressant, parce qu'on est en train de vivre en plein milieu de la surprise. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Alors, je vous montre le système solaire en comparaison. Si on met le système solaire à échelle, voilà où il serait. Vous voyez, on n'est pas très très loin ici d'un système solaire qui est en train de se former sur une autre étoile, pas si éloignée de nous. Alors, je vais revenir sur une image simple que vous connaissez, peut-être en vous rappelant deux, trois faits. Bon, là, on a une représentation en structure des planètes du système solaire. Alors, les distances sont fausses. Ce qui est correct, c'est les tailles. C'est ça qui m'intéresse. Les distances, on peut en parler aussi, mais c'est moins intéressant. La première chose que j'aimerais que vous remarquiez tous, c'est la taille des planètes par rapport à la taille du Soleil. C'est petit, une planète. C'est très petit. Finalement, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matière pour faire une planète. En fait, 1/1000 du contenu du Soleil, si j'enlève 1/1000 du Soleil, je fais Jupiter. Pas beaucoup. Donc, il suffit d'avoir un tout petit peu de matière qui reste pour former votre étoile, puis il vous reste quelques pourcents de matière autour, pas grand-chose. Hein. Vous coupez du pain, vous avez des miettes, vous êtes à peu près dans le même scénario, ben vous formez des planètes. Donc en fait, la matière pour former des planètes, il y en a bien assez. Ce n'est pas le problème. On a assez d'ingrédients pour faire des planètes. Maintenant, il y a autre chose qui est intéressant ici, c'est la structuration de ces planètes. On le sait, mais c'est intéressant de voir. On a vraiment trois catégories de planètes sur cette image. On a ce qu'on appelle les planètes qui sont comme la Terre, qui ressemblent à la Terre. On les qualifie de telluriques. Mars, Terre, Vénus et puis Mercure, elles sont extrêmement petites. Vraiment extrêmement petites. Là, si vous essayez de faire un facteur d'échelle, il vous faut 10 terres pour faire un Jupiter. Ou si vous essayez de compter en quantité de matière, eh bien, il faut prendre 300 terres pour faire un Jupiter. Si vous voulez encore arriver sur un Soleil, ça fait 300 000. Vous voyez, le rapport, il est vraiment absolument énorme. Après, on a deux planètes vraiment qu'on appelle géantes. Toute proportion gardée par rapport au Soleil, elles sont microscopiques, mais elles restent géantes. Et puis on a des planètes un petit peu intermédiaires qui sont un petit peu entre les deux. On ne sait pas trop ce que c'est, ces planètes, Uranus, Neptune. En fait, on sait, mais ça a l'air un peu bizarre quand on les regarde. En fait, elles ne sont pas vraiment comme Jupiter et Saturne, pas vraiment comme la Terre. En fait, elles sont entre les deux. Ce qui se passe, c'est que Jupiter, en gros, on pense qu'il y a un noyau à l'intérieur qui est probablement semblable à la Terre, puis tout le reste, c'est du gaz, comme le Soleil. Uranus et Neptune, c'est un peu la même chose, simplement il n'y a pas complètement beaucoup de gaz. Il y a du gaz, mais pas assez, et il est relativement lourd dans ce cas-là, donc il n'a pas vraiment eu le temps de prendre le gaz.
Et puis après, vous voyez Pluton qui est vraiment tout petit, avec ces autres objets qui ont été découverts au-delà de Pluton, qui sont d'ailleurs à la source de toute cette rediscussion de où est la limite d'une planète, où on arrête. Et en fait, ces autres objets appartiennent à cet ensemble dont je vous ai montré après l'image, qui s'appelle les transneptuniens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette image, d'abord, elle a mis beaucoup de temps pour se construire. N'oubliez pas, les planètes, on va dire qu'on voit à l'œil nu, avec les petits 8 mm, qui est la taille de notre propre télescope, qui est c'est-à-dire notre œil. Pendant très longtemps, on n'en a vu que 6 ici. On s'est arrêté aux 4, les petites, plus Jupiter et Saturne, plus le Soleil. Ça fait 7. Ceci dit, c'est pour ça qu'on a 7 jours par semaine. C'est à cause de ces fameux 7 objets qui étaient dans le ciel. C'est comme ça qu'on a formé. 7 jours, c'est bizarre, c'est 7 jours de la semaine. On a mis beaucoup de temps pour arriver à sortir de ça. Il a fallu des outils astronomiques. Uranus, c'est en fait le premier gros télescope qui a été construit. C'était révolutionnaire pour l'époque de faire ce télescope. Et c'est vraiment en regardant des objets qui bougeaient, qui avaient l'air un petit peu, qui ressemblaient à des comètes, on a pointé un télescope, pouf, on est tombé sur Uranus. Neptune, c'est le royaume de la théorie de Newton. En gros, on a appliqué la théorie de Newton sur l'orbite d'Uranus, puis on a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors, il y a une énorme rivalité entre l'observatoire de Paris et l'observatoire de Greenwich à l'époque, qui a tourné en faveur de Le Verrier, donc l'observatoire de Paris, qui a prédit, en utilisant l'orbite d'Uranus, la présence d'une planète invisible à l'œil nu, invisible avec les télescopes, qui était Neptune. Exemple de collaboration internationale à l'époque, on est au XIXe siècle, en plein conflit. Là, la science arrivait encore à passer à travers, et c'est les Allemands qui observent et qui constatent effectivement qu'il y a une planète, et c'est Neptune. Et puis après, on a cherché encore plus, c'était plus difficile, et on est tombé sur Pluton, on a discuté, au début on pensait que c'est une grosse planète, après elle n'a pas arrêté de prendre une petite taille, puis maintenant elle n'est même plus une planète. Donc on est arrivé un peu sur un peu aux confins des grosses planètes, et sur un ensemble d'objets qui sont très intéressants. Donc, vous voyez déjà, le système solaire a déjà une aventure, il y a déjà on a exploré, c'est pas évident déjà comme observation, et on a mis du temps à construire ce système solaire. Mais ce qu'on a mis encore beaucoup plus de temps, c'est à se poser la question, comment ça se fait qu'on ait des planètes comme ça? Parce que quand vous êtes physicien, vous dites, oui, bon, d'accord, c'est joli, mais pourquoi on a les petites plus proches du Soleil? Pourquoi il y a les deux grosses là? Puis pourquoi après les autres, elles sont intermédiaires? Ce n'est pas du tout évident. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à construire une théorie qui tenait la route pour essayer d'avoir une image raisonnable de la structure du système solaire telle qu'elle est maintenant. Et quand on l'a construit, on était très fiers de cette théorie. Alors je vais vous donner une version très simplifiée pour que vous compreniez les éléments principaux. La théorie, elle part d'un principe assez simple. Si vous allez en Suisse, en hiver, en Suisse, les prévisions les plus importantes en hiver, c'est à quelle hauteur il neige. Parce que vous êtes dans les villes, la neige dans la ville, c'est la panique, hein, c'est comme partout. Donc on vous dit, voilà, la neige, elle tombe à 800 mètres, à 1000 mètres, à 600 mètres, à 1200 mètres. Alors là, ça doit être à peu près à 600 mètres, c'est pas très loin de Genève, ça c'est les montagnes du Jura que vous avez là. Et en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est la température zéro. Donc on calcule la température zéro avec des modèles atmosphériques, et puis voilà, on vous dit, ben voilà, c'est là qu'il y a le zéro, et puis évidemment, il neige, donc ça gèle, donc c'est de la neige, puis après, ben, ça fond et ça devient de la pluie. Donc dans le système solaire, c'est à peu près la même chose. Alors là, vous dites, non, mais là, qu'est-ce qu'il raconte là? Vous avez raison, il n'y a pas de liquide dans le système solaire, parce que les phases de l'eau que l'on connaît sur Terre n'existent pas comme sur Terre dans le système solaire, parce qu'il n'y a pas de pression. Quand il n'y a pas de pression, on peut avoir de la glace, c'est pas de problème, on peut avoir du gaz, on ne peut pas avoir de l'eau. Ça n'existe pas. Pour avoir de l'eau, il faut un peu de pression pour créer cet état. Donc dans le cosmos, dans le système solaire, il y a de l'eau qui se promène, soit c'est de la glace, si c'est froid, soit si c'est chaud, eh bien, c'est du gaz. Donc il n'y a que ces deux états qui existent. Alors c'est un peu ce qui se passe dans le système solaire. Alors pour faire ça dans le système solaire, il faut un peu changer un peu de géométrie. On va mettre une ligne, ça c'est la ligne qu'on appelle la ligne des glaces. Au-dessus, c'est froid, c'est de la glace. En bas, c'est chaud, ça fond. C'est de l'eau s'il y a de la pression. S'il n'y a pas de pression, c'est du gaz. On le tourne, parce qu'on va se mettre dans le système solaire, et puis on rajoute les planètes. Paf. Donc ce qui est près du Soleil, c'est chaud. Ce qui est au fond, c'est froid. Puis là, on se dit, ah ah, donc en fait, il y a un lien avec la température. Et en fait, c'est ça l'astuce. C'est que quand on forme ces disques,
on retrouve les gaz primordiaux, hein, l'hydrogène, il y a partout, l'hélium, mais il y a du carbone, l'oxygène, c'est très commun, c'est créé dans les étoiles. Il y en a partout. C'est pas rare, hein, l'oxygène. Alors maintenant, si vous vous rappelez vos cours de base de chimie, vous prenez l'hydrogène, il y en a partout, vous prenez l'oxygène, vous les mettez ensemble, H2O, il y en a partout. Donc l'eau dans l'univers, si vous avez l'impression, on a trouvé de l'eau dans l'univers, eh ben, il n'y a pas plus banal que ça. L'eau, c'est vraiment banal. Alors bon, on est toujours un peu content parce qu'on imagine après des rivières, des choses comme ça, mais disons, en gros, c'est banal. Donc il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau qui se promène dans le système solaire. Simplement, il est sous forme gazeuse ou il est sous forme de glace. Et c'est ce qui se passe. En fonction de la nature de ce matériel, qui est très abondant, on va réussir à former des planètes différentes. En gros, ce qui se cache derrière cette idée, c'est que c'est très facile de faire une boule de glace, une boule de neige. Vous allez tous jouer à faire des boules de neige. Faire des boules de sable, c'est un peu plus difficile. Bon, quand on a une faible gravité et très peu de pression, on peut les approcher tout doucement, puis ils se collent, et ça prend beaucoup plus de temps. Donc il y a une idée de vitesse ici. Donc très vite, on forme des boules assez importantes, tellement importantes qu'on peut ramasser tout ce qu'on a autour. Donc en fait, Jupiter et Saturne se trouvent à un endroit idéal, où il y a beaucoup de glace, et qui permet de former très rapidement des planètes plus massives. Tandis que Mercure, Vénus, la Terre et Mars, il y a peu de gaz, donc ça prend plus de temps. En gros, c'est des petits grains de sable, donc ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, on arrive péniblement à former des petites planètes. Ça, c'est l'image qu'on a de la formation planétaire. C'est l'image qu'on construit péniblement et que l'on confirme en envoyant des missions spatiales sur d'autres planètes, sur d'autres planètes du système solaire. Et c'est l'image que l'on a en astronomie quand on regarde les autres étoiles. On se dit, les autres étoiles, on doit avoir des systèmes comme ça, parce qu'il y a des gaz, c'est le même gaz, il y a des disques, je vous ai prouvé qu'il y a des disques, donc on doit retrouver des systèmes comme ça. Et c'est ça la partie intéressante de l'aventure, c'est que vous avez vraiment une sorte de consensus général, tout le monde s'attend à avoir des choses de ce type-là. Alors, la question maintenant, c'est, très bien, en tant qu'astrophysicien, vous avez cette image, et vous avez envie de vous dire, alors si on allait voir d'autres planètes, alors est-ce qu'on a aussi des grosses planètes comme Jupiter, est-ce qu'on a des anneaux, est-ce qu'on a ce genre de choses, et vous allez essayer de compléter votre image du système solaire vers d'autres étoiles, et vous allez chercher des planètes dans ces autres étoiles. Alors, c'est une opération assez difficile, l'idée est assez classique, assez ancienne, mais la réalisation est difficile, et elle a mis beaucoup de temps, et ce n'est pas un hasard si c'est uniquement à la fin du XXe siècle qu'elle a pu se réaliser. Alors, il y a une technique qui est relativement ancienne, qui s'appelle l'effet Doppler. On peut mesurer la vitesse des étoiles. Cette technique, elle a plusieurs avantages. Bon, d'abord, les étoiles, c'est brillant. Donc, quand vous observez une étoile, si par hasard, d'abord, c'est facile à mesurer la vitesse d'une étoile, a priori, et si par hasard, cette étoile, elle a quelque chose qui tourne autour, à ce moment-là, elle va bouger un tout petit peu. Donc, sa vitesse va bouger un tout petit peu. Puis, une étoile, ça émet de la lumière et il y a de la structure dans cette lumière. En fait, il y a ce qu'on appelle des spectres, il y a ce qu'on appelle des raies spectrales, parce qu'il y a des éléments dans cette étoile, ces éléments absorbent la lumière, ça fait des raies spectrales, c'est un peu comme un code barre ou comme un code d'ADN. Donc chaque étoile a son code propre, mais en fait ces raies sont bien connues, c'est lié à ce que vous avez dans l'étoile, et vous pouvez suivre la vitesse de l'étoile en regardant le mouvement de ces raies. Donc cette idée est très ancienne, elle a plus de 100 ans, on a commencé à faire des vitesses d'étoiles, et très vite l'idée de se dire, on peut utiliser cette technique qui marche bien, qui fonctionne bien, qui est facile à faire pour détecter les planètes autour des autres étoiles. L'autre technique, ce serait de faire des images, mais le Soleil est tellement brillant qu'on est complètement aveuglé par le Soleil. Et c'est très difficile. Ça reste très difficile. On arrive un peu à le faire maintenant, c'est très difficile. C'est pour ça que c'est cette technique-là qui a été utilisée d'abord, parce qu'elle est évidente, elle est simple à mettre en place. Il y a juste un petit détail. Le petit détail, c'est quand vous mesurez la vitesse, c'est un peu comme si vous faites une image, vous avez ce qu'on appelle une résolution. Qu'est-ce que c'est la résolution? Vous prenez une photo avec votre appareil, votre téléphone, puis vous avez des pixels. Vous savez tout ce que c'est qu'un pixel maintenant. Puis si vous voulez voir mieux que le pixel, vous n'arrivez pas à voir. C'est la résolution. On a des pixels aussi quand on fait des vitesses. Simplement, ce n'est pas vraiment des images. Ces pixels, c'est des vitesses. Donc, on a une sorte d'échelle minimum pour mesurer une vitesse. Alors, c'est lié à la résolution spectrale qui est de l'ordre de 100 000 fois la vitesse de la lumière. Donc, on va découper les longueurs d'onde en 100 000 morceaux. On va faire un spectre. Et
Et le détail de ce spectre, ça correspond à environ à 3000 mètres par seconde, donc 3 km par seconde. Ça veut dire que si je prends l'étoile, je la déplace de 3 km par seconde, ben, j'ai un de mes signaux, une de mes raies spectrales, qui s'est déplacée d'un pixel. Donc je vois quelque chose. En gros, c'est ma résolution. Si ça se déplace d'un plus petit morceau que ça, je ne vois rien. Alors le problème avec les planètes, c'est que quand vous avez Jupiter, c'est 13 mètres par seconde. Quand vous avez la Terre, c'est encore plus petit que le mètre seconde. Donc en théorie, vous pouvez mettre n'importe quel instrument, aller regarder les changements des vitesses des étoiles, vous verrez rien. C'est pour ça que ça a mis tellement de temps à être mesuré. Parce que pour arriver à le faire, il faut utiliser beaucoup d'astuces, ce n'est pas le but de cette conférence. Il faut utiliser des moyens technologiques qui n'existaient pas il y a 100 ans, en particulier les ordinateurs, les détecteurs électroniques, les fibres optiques, extrêmement utiles, et puis des dispositifs novateurs pour arriver à décomposer cette lumière. Donc c'est tous ces éléments technologiques qui ont été assemblés bout à bout et qui sont arrivés en fait à terme d'une évolution à la fin des années 90, 1990, pour arriver à amener des nouveaux instruments en astronomie qui avaient la possibilité, le potentiel de faire ces mesures. C'est pour ça qu'il a fallu attendre si longtemps pour qu'une technique si simple, qui était connue depuis très longtemps, ait pu être utile et s'appliquer à la détection des exoplanètes. C'est pour ça que maintenant, il y en a tellement, parce que maintenant, ce genre de précision, c'est presque la routine. On fait ça maintenant très facilement. Mais ça reste une prouesse, parce que ça veut dire que les détecteurs n'ont pas changé. Simplement, on est capable de mesurer des petits mouvements plus petits que ce que voit le détecteur. Donc, il y a des techniques statistiques. Et on a atteint un tel niveau de précision que, d'habitude, la manière de l'expliquer, c'est que le détecteur est fait d'atomes. En fait, c'est comme si on mesurait un déplacement d'un atome dans nos instruments. Donc c'est vraiment, en termes de mesure, c'est probablement ce qu'il y a de plus précis au monde. Il n'y a que les gens qui détectent ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, pour ceux qui connaissent, qui font mieux. On est vraiment à un niveau de précision absolument inouï pour faire ce genre de programme. Alors, c'est avec cette technique, sur un télescope vraiment, on va dire, relativement ancien, mais un instrument extrêmement novateur, qui s'appelle Elodie, qui maintenant n'est plus en fonction, que cette variation de vitesse, cette première variation de vitesse autour d'une étoile a été observée. Alors l'étoile, elle porte le nom de 51 Peg parce qu'elle est la 51e étoile de la constellation de Pégase. Et puis on a un petit b, c'est une manière très anonyme et très modeste de dire qu'on a trouvé quelque chose autour de cette étoile, simplement en astronomie. Et c'est le signal de vitesse que vous voyez là, en fonction, j'ai un pointeur, voilà, en fonction du temps. Donc ça c'est le temps que vous avez ici, ça c'est l'amplitude, donc vous avez un signal, et ça c'est l'image mentale que les astronomes ont découvert, qui donne la preuve qu'il existe une planète. Alors maintenant, il y a juste un petit détail là, que je vais vous expliquer, qui est sur l'image d'artiste qui est au-dessus, c'est que le temps ici, la planète elle a à peu près la masse de Jupiter, mais le temps, ce n'est pas l'orbite de Jupiter. Et ça a été une grosse surprise. Alors pour vous montrer à quel point ça a été un choc quand cette découverte a été faite, je vais vous montrer un autre diagramme. Ça, c'est un diagramme, on va dire classique, qui permet de représenter la disposition des planètes du système solaire. Vous les reconnaissez, d'ailleurs, vous voyez la Terre, elle est là, ici, en fonction de la distance. Donc ça, c'est une fois la distance entre la Terre et le Soleil. On appelle ça l'unité astronomique, AU en anglais. Et là, vous avez la masse en masse de Jupiter. Vous avez une fois la masse de Jupiter. 1/300e, c'est la Terre. Jupiter, il est là, vous le voyez, et lui, il est à peu près à 5 à 8. Donc ça, c'est le système solaire. Je vous ai expliqué pourquoi on avait cette structure ici. Alors, maintenant, je vais vous mettre cette planète 51 Pégase B sur ce diagramme. C'est là où elle est arrivée. C'est vraiment très loin de tout le reste. Alors, évidemment, c'est la masse de Jupiter, mais ce n'est même pas la distance de Mercure qui est là. C'est un objet complètement inexplicable. C'est un objet qui n'a pas son sens en termes d'observation astrophysique. Personne ne peut l'expliquer. Alors là, c'est quelque chose que j'aime bien partager parce que quelque part, c'est ce que vous avez là, ça s'applique à d'autres domaines de la physique ou de la biologie ou de la chimie. C'est l'essence pure de la recherche. C'est ce qu'on appelle, on dépasse la connaissance. On franchit une barrière qu'on n'avait même pas imaginée. C'est-à-dire qu'on découvre quelque chose qui n'avait pas été prédit. Alors pour la petite anecdote pour cette histoire, c'est la manière dont on a abordé ces questions. Parce que quand on a construit l'instrument, on a commencé à chercher des planètes,
On avait une centaine d'étoiles qu'on regardait un peu de manière régulière. Et puis évidemment, c'est clair que moi j'étais en troisième, une année avant la fin de ma thèse. Mon directeur de thèse, de manière très, très sage, m'a dit « Didier, tu sais, il n'y a aucune chance de trouver une planète, ça va prendre des années, il faut faire d'autres choses. » Donc j'avais d'autres programmes. Et puis, mais bon, on va quand même commencer le programme. Moi, je trouvais que c'était chouette, c'était enthousiasmant. Moi, j'avais construit l'instrument, donc c'était quelque chose qui était très motivant. Je dis, non, mais pas de problème. Pour moi, c'était enthousiasmant de démarrer le programme. Alors, voilà, on démarre le programme. Et puis, évidemment, Michel se dit, bon, ben, ça va prendre des années, j'ai le temps. Enfin, je rêve de mon sabbatique. Il part en sabbatique pendant 6 mois. Il choisit bien le lieu, il va à Hawaï. Si bien qu'il me laisse tout seul au télescope, avec mes étoiles, mon programme. Et puis, voilà Tipac, un mois et demi après qu'il soit parti, je mesure cette étoile, quelquefois, et puis je me dis, mais c'est bizarre, ça bouge. Alors, évidemment, à la fin de ma thèse, j'avais fait le programme, j'avais travaillé sur le développement de l'instrument, panique. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai fait quelque chose qui ne marche pas. Parce que, finalement, ce n'est pas prévisible. On se dit, ça n'existe pas. Et puis, pendant plusieurs mois, de manière secrète, j'en ai parlé à personne, parce que j'avais trop honte. J'ai passé mon temps à essayer de me convaincre que j'avais faux, qu'il y avait une erreur quelque part, aller à travers tout ce que j'ai pu faire. Et puis finalement, épuisé à force d'avoir pas réussi à démontrer que c'était faux, un jour je me suis dit, bon, bah alors c'est vrai. Alors c'est quoi? Et puis on n'était tellement pas préparé qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais aucun outil pour faire même un calcul d'orbite. J'avais rien du tout. Alors je me rappelle d'être allé à la bibliothèque de l'Observatoire de Haute-Provence, un jour d'orage épouvantable, ça arrive, même c'est un site d'observation, et avoir compulsé des livres pour voir comment on fait une orbite, avoir programmé sur l'ordinateur de l'époque le programme pour faire l'orbite, avoir calculé ma première orbite de 51 peg, puis finalement je dis bon ben voilà, c'est peut-être une planète, finalement c'est très bizarre, j'y comprends rien, mais c'est une planète. Et puis un jour j'ai envoyé finalement, je me suis décidé, maintenant il faut que j'envoie une information à Michel, il faut que je lui dise, je lui dis écoute Michel, regarde, je fais une courbe, je lui dis voilà, écoute, je crois que j'ai trouvé une planète. Alors, grand seigneur, mon professeur, des années d'expérience, il m'a dit pourquoi pas. Ça paraît rien, mais c'est énorme, parce que je pense que la réaction de la communauté après, quand on a après annoncé, ça a pris quelques mois après de plus, eh bien, ça n'a pas été pourquoi pas. Beaucoup de gens ont essayé de nous démontrer qu'on avait tort, que ça n'avait aucun sens, qu'on n'avait aucun moyen d'expliquer cette planète. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, derrière une découverte, il y a pas mal d'ingrédients, il y a pas mal d'histoires, mais surtout, il y a cet événement, une sorte d'enchaînement d'événements où on ose aller au-delà et on affronte en fait évidemment quelque chose de neuf, uniquement sur un fait relativement simple. Vous avez ce qu'on appelle un fait d'observation qui vous permet de construire quelque chose de neuf. Alors bon, entre-temps, les gens ont beaucoup travaillé, on n'est plus tout seul, maintenant voilà toutes les planètes qu'il y a, donc il y en a beaucoup, on est tous convaincus, on peut respirer, donc maintenant 20 ans après, je respire, parce qu'il n'y a plus de problème, il y en a d'autres, il y en a même des pires que 51 b, il y en a qui sont beaucoup plus près, il y en a qui sont beaucoup plus gros, il y en a vraiment de tous les types, et ça c'est qu'une fraction que je vous montre ici, ça c'est les planètes qui ont une masse, que je vous montre ici, et on pourrait passer des heures à détailler ce diagramme, c'est en fait un des propos de la conférence qui a lieu maintenant, mais j'aimerais attirer votre attention sur 2-3 choses. La première chose, sur l'échelle. Vous voyez, on ne sait plus trop où on s'arrête en haut. Là, c'est une masse Jupiter, c'est 10 masses Jupiter. Donc on a des objets gigantesques, 10, 15 masses Jupiter. Quand on arrive à 80, ça devient une étoile, parce qu'il y a suffisamment de matière pour que la pression à l'intérieur de l'objet soit telle que vous allez créer la fusion d'hydrogène. Donc vous allez être capable de démarrer les réactions dites thermonucléaires. C'est plus très clair où on a la limite en haut. Alors surtout, on a des objets qui sont beaucoup plus éloignés. Ils sont très loin, ceux-là. Ils sont beaucoup plus loin que l'image de la ceinture de Kuiper que je vous ai montré avant. Comment ça se fait qu'on en ait des objets qui sont là? Alors on en a beaucoup qui sont proches. On en a de toutes les masses. Vous n'avez pas du tout ces sauts, vous n'avez pas du tout ces sauts terrestres, telluriques, on appelle ça les géantes glacées et puis les géantes. On a une sorte de confusion, de diversité absolument extraordinaire qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer en termes de science-fiction ici, en termes d'objets. Et ça devient vraiment un énorme puzzle pour les astrophysiciens, et c'est aussi source infinie de réflexion. Alors une manière très simple de résumer ce qui se passe actuellement dans les discussions que l'on peut avoir avec mes collègues, c'est un peu comme si vous étiez dans votre jardin, puis vous allez cultiver des roses toute votre vie, puis vous avez l'impression que le monde végétal est fait de roses.
vous arrivez à faire une belle théorie, hein, vous arrivez à expliquer les couleurs, vous arrivez à faire beaucoup de choses. Puis un jour, vous allez visiter votre voisin d'à côté, puis vous vous rendez compte que lui, il a des géraniums. Alors, vous êtes déjà un peu stabilisé. Puis alors un jour, vous allez dans la Patagonie, vous allez faire la forêt vierge, alors là, c'est l'explosion, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer. Puis vous vous rendez compte que votre théorie, elle est toujours valable, mais simplement, elle est un peu restrictive. C'est un peu ce qui s'est passé là. C'est en fait, on a un petit peu trop restreint la théorie. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans les systèmes on doit dépasser cette image statique, en fait, où on forme des objets en fonction de la température. Alors peut-être qu'on le fait aussi, mais tous les systèmes sont beaucoup plus mobiles, sont beaucoup plus évolutifs. On a plein d'effets dynamiques qui peuvent arriver et qui peuvent changer de la donne. On a beaucoup de systèmes planétaires, c'est une vision un peu synthétique maintenant, peut-être un peu technique, des systèmes planétaires. Ça, c'est le système solaire que vous avez là, avec les petites planètes du système solaire dont la Terre appartient. Ça, vous avez ici Jupiter et Saturne. Ça, c'est tous les systèmes que l'on a trouvés. Donc, on trouve des planètes dans les systèmes. Elles sont relativement différentes de celles que l'on trouve dans notre système solaire. Vous voyez, elles sont beaucoup plus compactes. La taille des points, c'est en fonction de la masse. Donc, on n'a pas vraiment encore trouvé d'équivalent du système solaire. Et pour une bonne raison, c'est qu'elles sont très difficiles encore à trouver. Donc, on n'est pas encore en mesure de dire exactement combien il y a de systèmes comme notre système solaire, mais on peut dire combien ne sont pas comme notre système solaire déjà. Ce qui est déjà intéressant, parce qu'on sait qu'à peu près la moitié des étoiles que l'on voit, maintenant que vous regardez dans le ciel à l'œil nu, ont des systèmes de ce type-là. Donc beaucoup plus compacts, formés d'objets qui sont ressemblables à Neptune, mais beaucoup plus près. Certains, vous voyez, vous avez des accumulations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes, il y en a peut-être d'autres plus loin, et qui sont différents du système solaire. Donc, on a déjà cette vision extrêmement intéressante d'une énorme quantité de planètes différentes du système solaire qui nous ouvre déjà des portes au niveau de la complexité de ces systèmes. On a des systèmes maintenant qu'on commence à avoir des images. Donc ça, c'est un des rares systèmes planétaires pour lequel on a une image. Vous avez les planètes qui sont ici, elles sont là. Là, vous avez l'étoile qui était effacée, c'est un procédé technique qu'on utilise. Mais ce qui se passe, c'est la distance de ces planètes est absolument gigantesque. Vous voyez, cette planète ici, c'est 20 AU, donc elle est à peu près à 50 unités astronomiques, ce qui est extrêmement éloigné, d'autant plus qu'elle est probablement plus massive que Jupiter. Donc on a une planète gigantesque qui se trouve très très loin. Donc il faut vraiment des disques énormes, probablement, pour former ces planètes dans des systèmes comme ça. Alors, ce qui est intéressant, et ce qui se passe depuis quelques années, c'est quand vous avez une planète qui traverse par hasard, parce que vous voyez le système de la bonne manière, et le disque de l'étoile, on crée ce qu'on appelle un transit. Donc il y a l'éclipse, quand l'objet éclipse complètement, quand il va juste perturber un tout petit peu, c'est un transit. Donc là, c'est ce qu'on appelle un transit, donc vous allez perturber un peu la lumière de l'étoile. Pendant un petit moment, il y a un nuage qui passe à travers votre étoile, c'est la planète. Donc ça ouvre un horizon intéressant parce qu'en plus de vous donner des informations habituelles sur la masse et la distance, là vous allez avoir la taille de la planète que vous allez pouvoir déduire. Alors, la taille est un sujet qui devient intéressant quand vous le combinez avec la masse. Vous essayez de vous expliquer ça de manière simple. Là, on a des ombres chinoises sur différents objets. Ça, c'est le Soleil. C'est des rangées de planètes qu'on a construites. Elles sont théoriques, elles ne sont pas réelles. On a pris une quantité de matière, une fois le Soleil, une fois la Terre, par exemple. Puis on a dit, alors faisons une planète qui est composée uniquement de fer ou uniquement d'hydrogène, avec une masse terrestre. Et vous voyez qu'en fonction de sa composition, elle va avoir une taille un peu différente. C'est lié à la structure de cette planète. Donc en fait, le but de ce diagramme, c'est vous faire comprendre que si vous mesurez à la fois la taille et la masse, vous arrivez à déduire par rapport à ce calcul ce que c'est. Vous pouvez dire, ah ben voilà, elle a cette taille et cette masse-là, donc c'est de l'eau, ou donc c'est du carbone, donc c'est du fer, donc c'est de l'hydrogène. Et actuellement, c'est ce genre de choses que l'on fait parce qu'il y a eu des missions spatiales très spectaculaires, Corot dans le cas du CNRS, du CNES, Kepler dans le cas de la NASA, qui ont fourni énormément d'objets de ce type pour lesquels on peut avoir ces paramètres. Alors, une manière de représenter simplement l'étendue de nos connaissances dans la question, c'est ce diagramme. Donc là, vous avez la masse et vous avez la taille de la planète. Encore une fois, vous reconnaissez les planètes du système solaire, c'est le seul pour lequel on a des images, donc on les reconnaît facilement. Les autres, on a mis juste des points bleus. La taille des ronds, c'est lié à une propriété de l'orbite, je pense que ça ne vaut pas la peine qu'on en parle. Mais ce qui est intéressant ici dans cette image, c'est de montrer qu'on a vraiment étendu et on a colmaté la notion de masse et de taille entre les planètes du système solaire. On trouve des planètes qui sont entre la Terre et Neptune, vous voyez, celle-ci. On trouve des planètes qui sont entre Neptune et Saturne, il y en a ici. Alors après, on a étendu encore ici. Alors là, on a des planètes qui sont beaucoup plus massives que Jupiter. Et étonnamment, vous voyez, elles ne grossissent pas.
Donc là, ce qui se cache derrière, c'est qu'il y a un principe physique lié au fait que la matière devient extrêmement compacte, et quand la matière devient extrêmement compacte, c'est plus ce qu'on appelle la propriété des gaz parfaits qui s'applique, c'est plus comme un gaz que vous avez quand vous pompez à vélo, vous poussez, ça chauffe, c'est plus ça qui s'applique, c'est une autre propriété qui est liée à ce qu'on appelle l'organisation microscopique de la matière, qui dit quantique, c'est-à-dire que la matière va s'organiser selon des structures quantiques qui sont prédéfinies. Donc en gros, ce que vous avez comme image, c'est que quand vous êtes dans un gaz, ben, vous avez les écoliers de l'école qui jouent dans la cour de récréation. Vous voyez un tout petit peu, c'est l'anarchie totale, ça court de tous les côtés. Ils remplissent toute la cour de récréation. Puis après, vous dites maintenant, c'est le temps de regagner des classes. Je ne sais pas si ça se fait toujours ici en France, mais tout le monde s'aligne pour pour aller remonter dans la classe, ou en tout cas s'organise. Tout d'un coup, ben, ils prennent un espace tout petit. Parce que vous les avez organisés. C'est ce qui se passe dans la matière là. Là, la mécanique quantique va organiser la structure de la matière, et puis vous arrivez en mettre de plus en plus, de plus en plus. Alors maintenant, si vous imaginez une caserne militaire, vous pouvez remplir votre préau de l'école avec des soldats bien alignés, comme ça, vous remplissez. Vous n'arrivez pas à faire ça avec des enfants, c'est impossible. Je n'ai pas essayé, mais j'imagine, j'en ai eu 3. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc là, on explore une structure de la matière qu'on n'a pas en fait dans Jupiter, mais que l'on comprend en fait, qui est très intéressante. Ça s'appelle l'équation d'état des gaz compressés à l'intérieur de ces objets-là. Donc on a des objets très intéressants. Il y a un objet un peu mythique, je le cite parce que c'est un des grands objets que la mission COROT a trouvé, c'est COROT 3, qui est un objet très énigmatique. On ne sait pas trop si c'est une planète, si c'est une sorte d'étoile ratée, c'est très mystérieux, et on a ces objets qui sont là et qu'on a trouvés et qui finalement nous laissent un peu pantois sur leur nature. Alors, une autre manière de voir ce diagramme, qui est encore plus intéressante, c'est celle-ci. Alors là, c'est un peu plus compliqué. On va essayer de faire un peu de pédagogie ici, côté professeur qui ressort. C'est la notion de la densité. Donc la densité, c'est quand vous comparez la masse et la taille, et vous construisez la densité. Donc vous avez deux densités qu'on connaît bien, c'est celle de l'eau et celle du fer. Alors je vous les mets pour vous aider. L'eau, elle est là, c'est 1, c'est comme ça qu'on définit. Hein, c'est le kilo par le litre, c'est l'eau, c'est la densité de l'eau. Et puis si vous mettez dans 1 litre, vous remplissez du fer, ben, vous arrivez à peu près à 8 kilos. Donc c'est une densité de 8. Donc c'est 8 fois la densité de l'eau. Donc c'est là, les densités, elles sont là. Et là, j'ai mis les mêmes planètes que vous avez avant, donc j'ai calculé la densité, puis je les ai reproduites sur ce diagramme en fonction de leur masse. Alors là, je trouve que c'est un diagramme intéressant, parce que tout d'un coup, on réalise plusieurs choses. D'abord, si on regarde cette partie-là, qui est la partie qu'on considère être des planètes qui ressemblent le plus à Jupiter. Hein, là, Jupiter, il est là, Saturne, il est là. Ben d'abord, il y a quelque chose qui va vous surprendre, c'est qu'en fait, la densité monte quand vous augmentez la masse, et on arrive à former des objets planétaires qui sont des gaz, comme Jupiter, mais qui ressemblent plus à des morceaux de fer, des gaz de fer, qu'autre chose. COROT 3 est plus dense que le fer. Donc la matière est tellement comprimée, hein, imaginez l'exemple de la cour de récréation et tous les soldats qui sont alignés, elle est tellement comprimée qu'on a mis une quantité incroyable de gaz, ça reste du gaz, ça reste de l'hydrogène, mais cet hydrogène a une propriété qu'on qualifie de métallique, parce que c'est tellement organisé qu'on pourrait presque faire passer du courant à travers. Donc on a cette situation-là, et on a cette sorte de comportement de la matière. C'est pour ça que vous avez probablement entendu, sur certaines de ces planètes, on imagine qu'on a probablement des nuages de fer qui se promènent, parce qu'en plus, beaucoup de ces planètes ont la particularité d'être très chaudes, parce qu'elles sont très proches de leur planète, hein, comme 51, que de leur étoile, comme 51 PEG. Donc on a vraiment on imagine des nuages de fer, un peu étranges comme ça, qui se promènent sur cette planète. Alors, on arrive dans une zone un peu intéressante, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on plonge sous l'eau. Alors ça, c'est un truc intéressant de se rappeler, si une fois vous voulez épater quelqu'un dans une soirée, vous parlez de la densité des planètes. Bon, je sais peut-être que les soirées, on peut faire ça, ça dépend de l'audience, j'imagine. Mais alors, un truc facile, c'est Jupiter, vous voyez, il est plus dense que l'eau, et Saturne est moins dense que l'eau. Donc en gros, Jupiter est cool, Saturne, il flotte. C'est comme ça qu'on se souvient. Moi, c'est comme ça que je me rappelle. Donc, voilà. Donc, on a ici des planètes qui coulent, elles sont extrêmement peu denses, et en fait, on appelle ça des planètes qui sont gonflées. Elles sont gonflées pour des raisons assez mystérieuses. On pense parce qu'elles sont trop proches de leur étoile, il y a probablement une partie de l'énergie de l'étoile qui va dans la planète qui la fait gonfler. On a des objets extrêmement gonflés, vous voyez, 10 fois moins denses que l'eau. C'est vraiment, c'est presque aérien comme planète. Donc, on a vraiment une sorte de diversité, de structure absolument inimaginable.
Alors vous imaginez en tant que physicien, c'est du pain béni, ça on adore parce qu'on peut se poser la question comment c'est, à quoi ça ressemble, comment on peut les prédire. Il y a déjà une mine absolument incroyable de ces objets. Alors la partie après qui devient on va dire, source de débat infini, et c'est ce qui se passe ces jours à l'IAP, c'est que quand vous commencez à descendre en masse, vous arrivez dans des objets qui sont de type Neptune, Uranus, voire même vous approchez de la Terre. Alors là, vous êtes complètement perdu. Parce qu'a priori, vous attendez d'avoir des objets comme Neptune à remonter, en fait. Vous devez remonter parce que vous devez devenir de plus en plus dense. Donc vous devez remonter vers des objets de type terrestre. La Terre est à peu près 5, 6. Ici, c'est la densité c'est des silicates. Donc c'est le sable, en fait, la densité du sable. Puis en fait, ce n'est pas si simple. Parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir visiblement des Neptunes, mais qui seraient peu denses. Donc on se dit, c'est quoi? Donc peut-être, on se dit, bah voilà, peut-être c'est pas un vrai Neptune, peut-être c'est peut-être une Terre, mais avec beaucoup, beaucoup d'hydrogène. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment former ça, c'est bizarre. Puis on dit, on a aussi des objets extrêmement denses. Donc on peut prendre un objet comme Uranus, alors là, en gros, c'est une boule de fer, à ce moment-là, vous savez là. Donc on a une sorte de diversité d'objets qui reste un puzzle absolu et qui vous montre que l'image, même cette sorte d'image où on étend la structure des planètes à travers la distance et la masse, vous devez aussi rajouter une autre dimension, vous devez étendre en complexité encore la structure de la planète. Donc ces images qu'on a de planètes du système solaire, elles sont très en dessous de l'énorme diversité que l'on trouve autour des autres étoiles. C'est pour ça que l'image de la fleur dans votre jardin par rapport aux fleurs que vous avez sur l'ensemble de la Terre, vraiment ici, s'applique. Et en termes de théorie, on en arrive à conclure que finalement, la formation des planètes ressemble probablement plus à de la météorologie qu'à autre chose. C'est-à-dire qu'il vous faut un petit changement de quelque chose pour que le temps, il pleuve ou il ne pleuve pas. Ou il fait beau, il ne fait pas beau. Vous savez, des fois, on est là, ils ont pas prédit le beau temps, vous avez prévu le pique-nique, puis hop, là, ils se sont trompés, ils se sont encore trompés sur la prévision de la météo, etc. Pour vous montrer que c'est très difficile. C'est très incertain, c'est à la limite du déséquilibre, c'est même complètement aléatoire dans certains cas par rapport à la situation. Et on est un peu dans cette situation-là. On imagine que la formation planétaire est beaucoup plus aléatoire qu'on imagine, que les planètes peuvent se déplacer quand elles se forment, elles peuvent se déplacer même très très loin, elles peuvent même s'influencer, elles peuvent même se combiner, certaines peuvent même être évacuées dans le cosmos. Donc c'est une vision complètement neuve que l'on a maintenant du système solaire. Et évidemment, on se pose la question de notre propre système. Pourquoi alors on est comme ça? Pourquoi notre système il est comme ça? Alors c'est là que ça devient intéressant. Alors il y a eu des gens qui sont après posé la question de comment essayer d'avancer par rapport à ça. Alors il y a plusieurs propriétés que l'on peut maintenant obtenir. On ne se contente pas de la densité, on peut aller accéder à l'atmosphère de la planète. Alors on a deux phénomènes intéressants, quand la planète passe devant et quand elle passe juste derrière son étoile, et ça donne une sorte de cartographie en rayon X, ici de l'atmosphère, puis derrière c'est le moment, en fait on a la lumière qui réfléchit de l'étoile, puis qui revient vers nous, c'est la pleine lune, puis après, qui disparaît derrière. Donc ça c'est un phénomène qu'on peut utiliser, donc on peut mesurer en fait cette sorte d'halo qui provoque une sorte de trace, où on peut mesurer cet effet de lune qui vient juste après et en tirer des conséquences sur la structure des planètes. Donc on va maintenant tellement loin ici qu'on peut même mesurer des sortes de phases de lune sur les planètes. Donc là, vous avez la variabilité que l'on voit. La planète, elle tourne autour de son étoile et elle change de lumière, la quantité de lumière. Donc c'est vraiment la phase de la lune, vous avez la pleine lune ici, puis là vous avez la lune noire. Et on observe même des variations, on observe des zones chaudes, des zones froides. Donc quelque part, on a ici des images presque de cartes de climat sur les planètes qu'on commence à obtenir et qui nous donnent des informations sur la structure de ces planètes. Alors c'est le début, on fait ça que pour les très grosses planètes et on utilise ça pour essayer de comprendre en fait de quoi elles sont faites vraiment et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et progressivement, on se déplace vers des planètes de plus en plus petites pour essayer d'aller résoudre ce puzzle dont je vous ai montré. On a des Neptunes qui sont bizarres, qu'est-ce qu'elles sont? Donc c'est exactement ce genre de processus. Alors juste quelque chose, j'aimerais vous attirer votre attention, il y a une unité un peu étrange ici, c'est le ppm, c'est la partie par million. C'est-à-dire que le changement de lumière ici, ça c'est 50 millionième. 50 millionième, donc vous avez 50 pour 1 million, donc vous avez 5 pour 100 000, si vous avez quelque chose qui fait 100 000 kilos, vous avez 5 kilos, vous avez quelque chose qui fait 1000 kilos, 1 tonne, vous avez 5 grammes. Donc c'est ce genre de tout petit déplacement, tout est petit dans les planètes parce que la planète reste petite, donc tout est extrêmement difficile. Les détecter,
les mesurer, parce que le rapport que vous avez chaque fois à combattre, c'est ce rapport énorme de l'étoile contre cette petite taille ou cette petite masse ou cette petite fraction d'atmosphère que vous voulez détecter. Alors, moi, j'aimerais juste maintenant vous interloquer un tout petit peu. Je vous montre une simulation qui a été faite pour notre système solaire de mes collègues de Nice, qui porte le nom du bombardement tardif. L'idée qu'ils ont eue, c'est qu'ils se sont dit, quand on a trouvé ces premières planètes étranges, ils se sont dit, ah ben peut-être que le système solaire, il était différent à ses débuts. Alors ils ont simulé le système solaire, oui, ça c'est l'année, c'est 300 millions d'années, c'est millions d'années, on est astronome ici, on n'est pas en quelques millions d'années. Et puis ils ont simulé, ils ont pris un système solaire un peu plus petit, un peu plus compact, un peu qui ressemblait aux images que je vous ai montrées avant, ces systèmes plus compacts. Puis ils ont fait tourner, puis vous ne le voyez pas ici, mais ça évolue tout petit peu, et il va y avoir un moment dramatique où l'évolution va atteindre ce qu'on appelle un mode, un mode d'amplification, on appelle ça une résonance. Vous avez ça dans la voiture, au moment où il y a un bruit bizarre avec les fenêtres, c'est exactement ce qui se passe. Le système va être complètement perturbé, on y arrive, voilà, à peu près à 1 milliard d'années. Donc on n'est pas sûr que ça s'est passé dans le système solaire, mais il s'avère que ce modèle a beaucoup d'avantages, ce qui permet de prédire le système solaire comme il est maintenant, savoir comme ça, et puis il prédit quelque chose d'intéressant. On ne se rend pas compte, mais il y a très peu de gros morceaux qui tournent dans le système solaire. Il y a peu de météorites, il y a peu de comètes. Il devrait y en avoir beaucoup plus en théorie. Finalement, c'est assez bien pour nous. Autrement, on aurait souvent des grosses météorites qui tomberaient sur Terre. Alors, il y a les dinosaures, ils s'en rappellent. Et ce n'est pas très bon pour nous non plus, vous voyez. Donc, en fait, il n'y a peut-être pas un hasard complet qu'il y ait de la vie sur Terre. Alors, évidemment, si vous avez vu cet événement majeur qui est arrivé, ce qui s'est probablement passé, c'est que beaucoup de matériel qui était à l'extérieur, qui, je vous rappelle, est de la glace, maintenant j'espère que vous êtes convaincus, sont arrivés sur Terre. Alors, les gens se demandent, mais alors ça veut dire quoi? Il y a de la glace qui est arrivée sur Terre, donc parce que les océans qu'on a sur Terre, est-ce qu'ils viennent de l'espace? Et probablement, vous voyez dans les journaux de temps en temps, oui, alors maintenant on sait d'où vient l'eau sur Terre. Est-ce qu'elle vient des comètes? Est-ce qu'elle ne vient pas des comètes? Et c'est ça qui se cache derrière cette théorie. Donc, ce modèle est intéressant parce que tout d'un coup, il questionne sur l'origine de la vie sur Terre. Il se dit, ah, mais peut-être ce n'est pas uniquement un problème aléatoire de formation, il y a peut-être beaucoup de choses qu'il faut pour arriver à une situation comme le système solaire. Beaucoup d'événements, ils ne sont pas impossibles, ils sont tous peu probables. Heureusement, il y a tellement d'étoiles. Et ça, c'est la partie intéressante de cette diversité que l'on trouve actuellement. Alors, pour la petite histoire, quand on a commencé à faire la cartographie de la face cachée de la Lune, celle-là, vous ne la connaissez pas, hein, c'est ce qu'on vit peu de monde, hein, les astronomes qui ont tourné autour, c'est la face cachée de la Lune. Et ben, en mesurant l'altitude, l'altimétrie, un énorme cratère a été trouvé dans la face cachée de la Lune, et ça pourrait être une trace évidente de cet événement, parce qu'il est par-dessus les autres. Ça veut dire qu'il est il est venu tardivement. La Lune s'est formée après 20 millions d'années à peu près de la formation de la Terre, donc très récemment par un impact majeur qui a arraché un morceau de la Terre. Après, il ne s'est plus passé grand-chose sur la Lune. Puis à peu près très longtemps après, il y a eu quelque chose, et on pense que c'est probablement une trace de cet événement possible, probable, qui est arrivé sur Terre. Et bon, c'est juste gigantesque comme événement. Donc, on arrive au bout ici de notre aventure, et j'essaie probablement de vous amener un petit peu vers les questionnements qu'on pourrait appeler maintenant philosophiques, mais qui demain seront des vraies questions scientifiques, qui en fait se dire, ben voilà, finalement on trouve maintenant plein de planètes sur les étoiles, il y en a beaucoup, elles sont très diverses, on va faire des progrès pour les comprendre, on va détecter des terres, on a déjà détecté des terres, mais pas un peu trop chaudes, elles sont un peu trop près de leur étoile. On a détecté des objets un peu plus froids, mais on n'est pas sûr que c'est des terres. Mais bon, on découvre beaucoup de ces objets, et il y a beaucoup de travail maintenant qui se fait, et on va trouver des terres. Et il va arriver un jour, on va commencer à se poser des questions. On se dit, mais alors maintenant on a des terres, on a des objets, on fait des spectres, on mesure les atmosphères de ces planètes, est-ce qu'on peut détecter de la vie? Alors, il y a des idées naïves aujourd'hui, qui seront peut-être fausses demain, mais je pense qu'elles sont intéressantes parce qu'elles vous donnent un peu la piste dans laquelle on travaille. Ce que vous voyez là, c'est une vision quand vous êtes si vous êtes en orbite basse sur Terre, sur par exemple, la station spatiale, c'est ce que vous avez la chance de voir. Donc vous avez la toute petite atmosphère, toute petite couche d'atmosphère par rapport à la taille de la Terre, donc 6000 km, ça c'est le rayon de la Terre. Puis vous avez une petite atmosphère à peu près 50 km, un tout petit morceau, mais avec beaucoup d'informations. Si vous analysez cette atmosphère, vous avez toutes ces traces, l'eau, vous la voyez, vous voyez les nuages, il y a beaucoup d'eau. Vous avez l'oxygène, vous avez l'oxygène, vous avez l'ozone, vous avez beaucoup d'informations très intéressantes qui vous permettent de déterminer qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe sur Terre. La Terre est ce qu'on appelle l'exemple parfait de l'atmosphère en déséquilibre. C'est-à-dire que la Terre n'est pas dans une zone d'équilibre. Elle est déséquilibrée en permanence.
Bon, maintenant, elle est beaucoup déséquilibrée parce qu'on fait beaucoup pour la déséquilibrer avec notre production industrielle, mais la vie l'a beaucoup déséquilibrée. Il ne doit pas y avoir autant d'oxygène sur Terre s'il n'y a pas de vie. La vie est générateur de l'oxygène que l'on trouve sur Terre. Elle est hors équilibre à cause de ça. Donc on se dit que si on peut un jour aller mesurer ce genre de signal, on peut détecter cette chimie hors équilibre qui nous indiquerait qu'il y a quelque chose qui produit cette chimie hors équilibre. Et en fait, c'est la piste sur laquelle les gens travaillent, c'est la piste vers laquelle on se dirige petit à petit. Alors, vous me direz, oui, bon, c'est très très loin, vous avez probablement raison. Vous voyez, il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de planètes. Maintenant, on en a des milliers et il y a beaucoup de programmes. Donc, c'est très difficile d'arriver à projeter ce qu'on peut arriver à faire en science. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est aussi l'exemple des vols transatlantiques. Vous prenez l'avion, maintenant vous allez à New York. C'est banal presque d'y aller à New York. Ben, il y a 1000 ans, vous auriez prétendu que vous allez traverser une zone d'océan qui était inconnue, on vous brûlait pour ça. Vous voyez, on peut être surpris, des fois les choses mises dans un autre contexte prennent un autre sens. Alors je vais essayer de vous montrer un peu la difficulté, on dirait le challenge maintenant de ce genre de mesure. Et il y a deux manières de le voir. D'une manière émotionnelle, qui est maintenant très célèbre, c'est ce qu'a fait Carl Sagan. Donc Carl Sagan, qui a travaillé sur cette plaque, vous savez, qui était dans la mission Pionnier, qui est parti vers une étoile proche. À la fin de la mission, il s'est beaucoup battu pour que le satellite en fait, se retourne et prenne cette image de la Terre. Donc, cette image de la Terre, ça a donné lieu à toute une prose et à toute une histoire autour de cette image qui est considérée comme le petit point bleu, le pale blue dot, dans le but de montrer comme quoi la Terre est petite, comme quoi elle est relativement perdue dans le cosmos, et comme quoi elle est un objet absolument unique pour l'instant, et pour encore assez longtemps, ceci dit. Et ça montre quelque part l'importance, c'était le but ici. Mais il y a aussi un but pédagogique, c'est de dire, voilà, ça c'est un cas simple, on a pris un instrument qui est dans le système solaire, on l'a retourné, on savait où pointer, et voilà ce qu'on a vu. Qu'en est-il de faire une image correspondante sur une autre étoile ? Alors, il y a beaucoup d'astronomes qui rêvent et qui font des modèles. Alors, je vous montre le rêve de l'astronome, avec une devinette. Ça, c'est une simulation. On a rêvé qu'on avait un télescope dans l'espace. Bon, ça existe. Ils sont petits pour l'instant. Hein. Hubble fait 2,50 m. On a un grand télescope qui arrive, qui s'appelle James Webb Space Telescope, qui va avoir 6,50 m, qui est une prouesse technologique. On a pris une étoile, pas très loin, relativement proche, à l'échelle astronomique. Donc, la lumière met à peu près 20 à 30 ans pour aller à cette étoile. Donc, c'est l'environnement proche. Il y a une centaine d'étoiles à peu près à ces distances, même une millier, je dirais, ces distances autour de nous. Et puis, on a imaginé qu'on avait une planète. On a fait un zoom. La question, quelle est la taille du télescope, je ne pas l'âge du capitaine, qu'il faut pour faire une image comme ça? 50 mètres, 100 mètres, 500 mètres. C'est le rêve de l'astronome. Eh bien, je vous donne la réponse. Il vous faut 150. Mais je suis sûr que ça va se faire. C'est juste une question de temps. Alors maintenant, il faut peut-être qu'on devienne plus sage pour qu'on arrive en termes de société à tenir assez longtemps, pour arriver à développer ce genre de moyens. Mais la technologie est assez étonnante. On ne brise pas des lois de la physique pour faire cette image. Elle est possible. C'est qu'un problème technologique qui finalement, tôt ou tard, va probablement se résoudre. La seule question est de savoir, est-ce qu'en termes d'espèces, est-ce que notre agressivité, elle va quelque part pouvoir être contrôlable au point où, en termes de civilisation, on va pouvoir vivre assez longtemps pour développer une culture technologique et spirituelle et générale qui nous permette de faire ce genre de choses. Alors, je n'ai pas la réponse, mais je vous laisse sur cette réflexion pour le reste de la soirée. Je vous remercie.